Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ici on parlait psychologie. Aujourd'hui on va aborder un terme plutôt qui amène à la réflexion. On va parler des pratiques médicales parce que ce qui était vrai avant ne l'est pas forcément encore aujourd'hui. Et c'est vrai que souvent au cabinet, voilà, il y a beaucoup de réalités. Les personnes sont souvent en difficulté face à la compréhension et l'incompréhension d'un suivi médical, de ce qui est d'usage, des mentalités, des jugements des autres. Donc je remets un petit peu des choses en contexte, heu, parce que je trouvais intéressant, hein. On va renvoyer à la vidéo sur qu'est-ce qui est normal? Bien finalement, je pense qu'elle est en lien. Allez, on y va. Alors les sciences à l'épreuve des défis contemporains. Donc ce qui est vrai et validé par des études, ne veut pas dire que c'est gravé dans le marbre. Et oui, un soin médical ou psychologique peut être considéré efficace ou en tout cas à un moment donné de l'histoire, c'est comme ça qu'on envisageait les choses et puis à un moment donné, on se rend compte que c'est obsolète, voire complètement faussé. Donc on va, voilà, imaginer un petit peu et on va illustrer dans cette vidéo des choses qui se sont passées. Pendant très longtemps, on n'a pas pris en compte la sensibilité à la douleur des tout petits. Donc ça a été ignoré jusqu'en 1970. C'est pas si vieux finalement. On pensait que les bébés étaient aveugles, sourds et donc insensibles à la douleur. Et il faut savoir qu'on pouvait se passer d'anesthésie pour opérer des bébés de 4 jours. Ce qui est incroyable, vous ne le savez certainement pas. Pour les plus grands, on pouvait opérer par exemple sans anesthésie, ablation des amygdales, les végétations. Mais alors, c'était hyper violent parce qu'il fallait la contention, les attacher forcément. Il est difficile de se laisser faire. C'était signe de film d'horreur. Donc c'était traumatique pour ces tout petits parce que voilà, on n'a pas pris en compte la sensibilité de la douleur. Alors, des traitements, moi j'ai cet exemple qui est plutôt, plutôt réel. Donc on va parler du Distilbène et les bébés du Distilbène. Peut-être que vous connaissez ce terme. Donc le médicament, c'était de l'œstrogène de synthèse. Beaucoup de femmes prennent la pilule ou des contraceptifs ou des traitements à base d'hormones. Parfois, voilà, elles sont de synthèse créées et donc ça a été prescrit aux femmes enceintes parce qu'on voulait éviter les fausses couches. Le Distilbène, donc, il a été prescrit quand même jusqu'en 1977. Et en fait, on s'est rendu compte qu'après, la fertilité des petites filles, quand ces mamans, pendant la grossesse, ont mis au monde des petites filles, elles ont été exposées finalement à des graves pathologies d'ordre gynécologique. D'accord? Donc en 2023, c'est assez récent, le nombre de jeunes femmes qui ont donc entre 46 et 75 ans, euh, elles ont été victimes soit d'infertilité, soit cancer du col de l'utérus. Ce qui est le plus impactant, c'est une malformation génitale. Donc ce sont des effets secondaires liés à la prise de ce traitement, le Distilbène, pendant la grossesse de la maman. Il y a eu aussi des effets sur les garçons. Alors c'est un petit peu différent et c'est moins marqué que pour ces filles, mais il y a eu des troubles de la fertilité, des testicules mal formés, mal placés. Et il semblerait que pour ces enfants, ces bébés Distilbène, qui ont eux aussi
eu des enfants, certains présentent aussi des effets similaires. Donc on va aborder, maintenant qu'on a vu, ben, voilà, un traitement qui a été, courant, donné, dans l'intention bien sûr de protéger ces grossesses. Heu, Là, on va aborder l'homosexualité. Alors, faut savoir que l'homosexualité dans l'histoire, au début, c'était courant. Heu, voilà, dans l'Antiquité, ces pratiques n'étaient pas choquantes. Et puis est arrivé bien sûr, d'autres pratiques, liées, cette fois-ci plus à la religion. En tout cas ça influence, pas uniquement bien sûr. Et donc l'homosexualité au 19e siècle en littérature, hein, ça a été repris après par la psychiatrie, la psychanalyse. Eh bien, c'était une maladie mentale, jusqu'en 73 quand même aux États-Unis. Donc les médecins y pratiquaient, par exemple, l'excision du clitoris pour les femmes, des anneaux de fer chez les hommes, afin bien sûr de fermer, le prépuce et bien encore, ils pouvaient poser des ceintures de chasteté, heu et bien sûr, dans l'histoire, on a des exemples que dès l'âge de 5 ans, on voulait vraiment éviter l'homosexualité. Pour la prévenir, on mettait en place ces stratégies. Certains médecins euh, pouvaient en tout cas préconiser de la torture ou de l'emprisonnement. Et oui, c'était voilà, une vraie phobie. L'homosexualité, c'était interdit, même dans les lois. La sodomie et la masturbation, bah forcément, ça fait partie pour eux, à ce moment-là en tout cas, d'être en lien direct avec l'homosexualité. Pour eux, ça pouvait provoquer une cécité, et oui, rendre aveugle, perte de l'ouïe ou des maladies mortelles. Alors aujourd'hui, bien sûr, ça nous semble complètement décalé. Eh bien, il faut savoir qu'en France, jusqu'en 92, et oui, c'est pas si vieux, eh bien, on avait des thérapies de conversion. Donc, c'est important, hein, finalement, de continuer à chercher parce que la conversion, c'était l'idée de modifier en fait tout ce qui pouvait avoir sur, sur les risques liés à l'homosexualité. Donc on allait donc au niveau de la psychologie en tout cas, donc c'était considéré comme une maladie psychiatrique, une vraie pathologie. On pouvait faire des électrochocs pour voilà, être en lien avec la théorie de Pavlov, hein, avec les chiens, si vous vous souvenez. Donc on cherchait à conditionner l'être humain défaillant, malade, jugé en tout cas malade. Il y a eu la trépanation, il y a eu donc les électrochocs, les brûlures, le froid, beaucoup, beaucoup de choses. Et alors, il est essentiel de poursuivre, hein, toutes les investigations possibles. Il faut remettre en question les croyances. Ce qui est vrai avant ne l'est pas forcément aujourd'hui. Et ça permet quand même d'approfondir la compréhension et les enjeux éthiques d'un point de vue en tout cas médical et dans mon champ d'intervention également sur la psychologie. Je tiens quand même à préciser que souvent les patients sont en difficulté dans la compréhension de quel professionnel je choisis, quelle méthode est adaptée. Eh bien, en fait, voilà, ce qui était vrai il y a 10 ans ne l'est plus aujourd'hui. Et fort heureusement, l'histoire nous prouve que c'était très bien d'évoluer, de remettre en question. Peut-être que le DSM règle un petit peu cette, comment dire, cette compréhension, parce que c'est un groupe de scientifiques qui mettent en évidence des choses, mais j'en reviens par exemple
au SAP, syndrome d'aliénation parentale, qui n'est pas reconnu non plus dans le DSM. Il a eu été dans le DSM, il a été retiré par, voilà, par manque de preuves, d'études cliniques, ce qui est dans la compréhension tout à fait possible. Le Schadenfreude aussi, j'avais déjà abordé ce sujet. C'est vrai qu'ils ne sont pas réglementés, ils ne sont pas gravés dans le DSM, mais il ne faut pas oublier que le DSM, entre le 3, le 4, aujourd'hui on est sur le 5, les choses ont évolué à chaque fois. Certains termes se sont recréés, réinventés. Parfois, il y a eu d'autres nouveaux classements, des nouvelles pathologies sont devenues, voilà, un petit peu plus marquées. Il y a pas mal de choses et de changements. Donc, cette vidéo, elle était plus pour nourrir la réflexion. Bien sûr, je n'ai aucune réponse à apporter là-dessus parce que le champ d'intervention est vague. La médecine n'est pas gravée, tout comme la psychologie, même si on est plutôt sur des sciences molles, comme l'expriment nos amis canadiens. Donc voilà, j'espère que ça a nourri votre curiosité. Peut-être que voilà, vous aurez envie d'aller chercher un peu plus d'informations sur les bébés du Distilben, où justement il y a des images que j'ai pu trouver sur les malformations et sur les pratiques avec la pathologie de l'homosexualité qui n'est plus considérée comme telle aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt sur Et si on parlait psychologie. Je vous invite à liker, peut-être à poster des commentaires si vous le souhaitez, et surtout abonnez-vous pour ne rien manquer du contenu. À bientôt.